sans risque. Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont. En manchette dans cet épisode de conflit Israël-Hamas, 2 otages américains ont été libérés. Ici au Canada, 33 députés fédéraux demandent un cessez-le-feu. Présence numérique du français, Jean-François Roberge est en mission en France pour tenter de cimenter une alliance francophone. Le roi du faux pays du Taïos, encore arrêté et emprisonné ici au Québec. Et Jim Jordan est écarté comme candidat comme speaker des Républicains. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Toujours sur la scène du conflit Israël-Hamas qui continue de monopoliser l'actualité. On a enfin, on pourrait dire ça comme ça, une bonne nouvelle de ce côté-là. On avait annoncé déjà plus tôt que 2 otages américaines allaient être libérés du côté du Hamas pour donc sortir de la bande de Gaza et être accueillis par l'armée israélienne. Ce qui a été confirmé du côté du gouvernement israélien dans les dernières heures. 2 femmes, Judith Tahir Ra'anan et Nathalie Shoshana Ra'anan, qui ont été libérées donc et qui vont se diriger vers un camp de la Croix-Rouge, entre autres, où sur place, on va s'assurer que... Deux sœurs, si j'ai bien compris. 2 sœurs, c'est ce qu'on comprend effectivement, qui avaient été kidnappées le 7 octobre dernier. Elles étaient en visite dans un kibbutz, donc les petits villages agricoles qui ont été attaqués par le Hamas de Nahal Oz. Et c'est la toute première libération d'otages. C'est pour ça que c'est aussi important. Il n'y a pas eu d'otages israéliens, européens, canadiens, américains. C'est vraiment les 2 premières. Exactement. Donc, les 2 premières, on a annoncé du côté là, des porte-paroles du Hamas que ils sont libérés pour des raisons humanitaires à la suite d'une médiation du Qatar, semble-t-il, dans cette histoire-là. On n'a pas mentionné si on avait dû négocier d'entrée d'aide humanitaire, parce qu'il n'y en a pas qui est rentré, toujours pas à ce moment-ci, dans la bande de Gaza. Donc, ça semble pas être la raison de ce relâchement, parce que selon le Hamas, on essaie de montrer, là, ce qu'ils disent, eux, c'est que c'est pour prouver au peuple américain et au monde entier que les allégations faites par Joe Biden et son administration fasciste au sujet du Hamas sont sans fondement. Ouais. Donc, ils sont du bon monde. Oui, c'est un peu ce qui... On pourrait être cynique ici, Mario, mais c'est un peu, effectivement, comme ça que ça sonne, ce communiqué-là qui a été fait. Et là, pour l'instant, ça reste donc les 2 seuls otages qui ont été libérés. Quand même un premier pas dans la bonne direction. Pendant ce temps-là, si on revient ici au Canada, il y a des députés fédéraux qui se sont associés dans une nouvelle organisation, là, le groupe Amitié parlementaire Canada-Palestine, qui est mené à l'initiative de la députée libérale Salma Zaïd, qui regroupe, entre autres, des députés non seulement du Parti libéral, du Parti néo-démocrate et des Verts. Est-ce que c'est tous les députés du NPD? Je crois que oui, Mario. Je pense que oui, c'est ça. Mais en tout cas, on peut dire presque tous les députés, sinon tous les députés. Là. Oui, mais il y a quand même, c'est là que c'est intéressant, oui, le Parti vert est là parce qu'on a là les 2 vice-présidents du groupe Amitié, c'est Alexandre Boulris, donc du Parti du NPD, et la co-chef du Parti vert, Elisabeth May, qui se retrouvent, eux, dans cette coalition-là. Mais ce qui est frappant, c'est qu'il y a des membres du Parti gouvernemental. Je pense que le NPD et les Verts, on le savait un peu, là, qui étaient pro-palestiniens, ils l'avaient dit à leur congrès dans le cas du NPD. Mais c'est même mené par une libérale, Mario. C'est là que c'est encore plus intéressant. Il y a le Québécois Joël Lightbound, le Québécois Samir Zouberi également, qui font partie des 33 députés signataires, et eux réclament... Parce que Joël Lightbound, ça vient de régler sa candidature au PLQ. Tu penses-tu? Fini. Est-ce que c'est des blagues? Non, tu penses? Ça règle direct PLQ. Hey, tu peux pas être chef du PLQ puis avoir à dos, à côté, là, la communauté juive. Là. Impensable. Parce que là, je veux dire... Dans ce sens-là, OK. Ah oui, c'est fini. Là. Fini, nini. Bon, plus candidat à la direction du Parti libéral du Québec. C'est une analyse intéressante, tu vois, je l'avais pas vu sous cet angle-là. Mais moi, comment dire? Ça peut avoir l'air d'un mouvement pacifique, le cessez-le-feu, mais là, on est dans l'amitié palestinienne, et je trouve qu'on est proche de cette ligne où... on condamne tout ce que fait Israël, mais on condamne le Hamas, mais pas vraiment, un peu moins. Là. Ce qui est dit de leur côté, là, eux demandent vraiment dans leurs revendications un cessez-le-feu déjà, donc parce que ça n'a jamais été réclamé explicitement du côté de Justin Trudeau. Un cessez-le-feu, ça veut dire que tu nies le droit d'Israël de désarmer le mouvement qui vient de les attaquer sauvagement. Tu dis, Israël, vous allez endurer que le Hamas, ils vont pouvoir leur faire... On leur laisse toutes leurs armes, puis ils vont pouvoir refaire une attaque comme ça le mois prochain. C'est sûr que la situation est complexe, Mario. Ouais, c'est comme... C'est pour ça que
Tu sais, ça a l'air d'être pacifique, mais c'est parce que là, faut prendre les événements tels qu'ils... Tu sais, s'il était arrivé avec ça le mois passé, j'aurais dit, OK, j'écoute. Mais là, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose le 7 octobre. Le Hamas a fait 1300 morts, brûlés, bébés, décapités. Puis là, c'est-tu arrivé, ça, ou... Je sais pas. Oui, disons que c'est complexe. On veut, entre autres, que le Canada aussi fasse tout en son pouvoir pour établir un corridor humanitaire. Ça avait déjà été appelé du côté de Justin Trudeau. Veut rappeler aussi que le gouvernement se tienne debout pour le droit international et rappelle toutes les parties de ce conflit que leur responsabilité en la matière. Donc, de respecter le droit humanitaire. On comprend qu'ils veulent dire par là que l'armée israélienne bombarde des civils à Gaza. C'est ce qu'on reproche de ce côté-là. Mais l'attaque du Hamas, est-ce qu'elle respectait le droit international? Ben absolument pas. Mais je pense pas qu'il l'encense quand même, Mario. Non, il l'encense pas, mais c'est comme s'ils disent là, ça c'est arrivé, c'est passé, c'est fini. C'est sûr. C'est sûr que ça semble complexe, mais peut-être d'un autre côté, Mario, peut-être plus politique, le fait qu'on ait des députés libéraux comme ça qui rompent un peu les rangs. Ça explique probablement pourquoi Justin Trudeau ne dit plus rien. Comme M. Trudeau, il semble vraiment paralysé ce matin, là. C'est-à-dire que quand on lui parle du conflit d'Israël, qu'est-ce que vous pensez? Avez-vous étudié les preuves que l'hôpital n'a pas été frappé par des bombardements israéliens, mais par un tir raté de roquettes du djihad islamique palestinien? M. Trudeau dit c'est très difficile à vivre dans notre population. Il y a des gens des deux côtés qui vivent ça émotivement. C'est très dur. On est un pays généreux qui doit rester uni. Il répond pas. Mais ça veut rien dire. Non, mais quand tu dis pas répondre à la question, mais c'est à un autre niveau, là. Il répond que on veut être ici, un beau pays où les gens sont gentils, ils s'aiment, puis ils se font pas de peine. Il ne semble plus vouloir du tout être un joueur, mais... À un tel point que des députés libéraux prennent des initiatives eux-mêmes en main. Là. Ça peut être grave pour l'unité du caucus, peut-être. C'est parce que tu vas en avoir de l'autre côté aussi, à mon avis. Là. Tu vas avoir des députés plus de sympathie juive, c'est qu'ils vont dire, là, ça se peut plus, je sais pas. D'après moi, mais ça brasse peut-être plus dans l'entourage de M. Trudeau que ce qu'on s'imagine. Oui, puis ça va devenir difficile pour lui de maintenir peut-être des positions comme celle-là, parce que Rishi Sunak, premier ministre britannique, par exemple, lui aussi s'est montré prudent, dit, regardez, je veux pas attribuer de responsabilité, on va continuer à consulter tout ça. Mais il était extrêmement clair, 100 fois plus clair que M. Trudeau sur la question aussi. Oui. Et lui, pourtant, il a dans son pays une forte communauté arabe dans la ville de Londres, a eu sa part d'attentats islamistes. Donc, doit quand même vouloir être prudent pour la sécurité de son pays, mais se sent une responsabilité sur la scène internationale quand même de prendre les positions. On est un sens du devoir comme pays là, par rapport à tes alliés. Oui, c'est sûr que ça tranche les positions de M. Trudeau là, Moi, j'écoutais hier le discours de Joe Biden à la Maison-Blanche, les positions... Je veux dire, on peut reprocher beaucoup de choses aux États-Unis, mais les positions étaient claires, fortes, précises et établies. Mais Justin Trudeau avait pris certaines positions au départ sur le droit d'Israël de se défendre. Mais là, je veux dire, est-ce que, à partir du moment où le Canada déclare que la Hamas est un groupe terroriste, que le groupe terroriste frappe durement en faisant plus de 1000 morts en sol israélien, est-ce que tu peux être contre que Israël, qui est l'allié du Canada. Puis quand je dis l'allié, ça veut pas dire qu'ils ont raison sur toute la ligne. Qu'on leur donne le bon Dieu sans confession, sans mauvais jeu de mots, sur tous les sujets. Là, on les surveille, puis on peut leur demander, exiger d'eux le respect de certains droits humanitaires, puis des corridors humanitaires, ça, on a le droit de demander. Mais quand même, ton allié est frappé par un groupe terroriste et te dit, moi, là, je suis entré en guerre, puis je vais aller désarmer le groupe terroriste en question. Est-ce que tu peux ne pas l'appuyer là-dedans? Il y a un bout qui m'échappe. Tu parlais aussi de tensions haineuses. On parlait, oui, de Londres, qui a vu vraiment une augmentation époustouflante du nombre de crimes haineux. Là. Entre le 1er et le 18 octobre, on parle l'an dernier, par exemple, là, il y avait eu 15 crimes haineux ou des délits antisémites et autres de recensés. 218 entre le 1er et le 18 octobre pour cette année à Londres. À Montréal, aussi, oui. Exactement. Pas le même ordre de grandeur, mais quand même. Mais exactement. On a quand même une augmentation qui a été marquée et exprimée aujourd'hui par les services de police de la ville de Montréal, qui dit qu'en moins de 2 semaines, là, donc depuis le début du conflit, 7 octobre dernier, c'est 36 crimes et incidents haineux. Donc 2 catégories qu'on regroupe ensemble, qui sont recensés. On dit qu'on
on a un plan de visibilité là, qui a été mis en branle-bas de combat du côté du SPVM. Et là, on parle là, 16 crimes haineux. Là, vraiment pas des incidents, mais bien des crimes haineux qui sont rapportés. 4 contre la communauté arabo-musulmane, 12 envers la communauté juive en date du 18 octobre. On parle entre autres, par exemple, le 10 octobre dernier, il y avait un rassemblement devant le consulat d'Israël à Montréal. Il y avait un manifestant pro-Palestine qui était allé s'en prendre, par exemple, à des supporters du peuple israélien. Et là, on ajoute entre là une vingtaine d'incidents haineux qui sont survenus. Là. Donc des graffitis, des choses comme ça, avec des slogans haineux. Exactement. Il y en a un, d'ailleurs, qui a été là, observable, qui s'est vu à Saint-Léonard, par exemple. Là, le Forum musulman canadien qui ont diffusé des images de graffitis qui invitaient à tuer tous les salauds musulmans, là, tout près du centre islamique Badr, entre autres. Donc, c'est des incidents comme ça qui se multiplient. Au moins, le SPVM dit être très à l'affût, même surveillé directement. C'est rare qu'on va voir ça, mais le SPVM dit suivre de très près ce qui se passe au Moyen-Orient, même si c'est très loin de la ville de Montréal, parce que ça a des répercussions jusqu'ici. Je les comprends. On allait-tu finir le sujet du Moyen-Orient sans parler de la prise de position de Greta Thunberg? Est-ce que Greta Thunberg a pris position? Ouais. J'étais là, je te regardais avec des gros yeux en disant, mon Dieu, j'ai-tu raté quelque chose d'important? Greta Thunberg a pris position. De quel bord? Pro-Palestine, 100 000 $. Bon. Sans nuance. Voilà. Est-ce que ça a rapport avec l'environnement? Ben là, en fait, ça m'a posé la question parce qu'il y a des mauvaises langues qui ont toujours dit que c'était une personne un peu manipulée par des groupes d'extrême gauche. Mais qui a déjà dit ça, Mario? Non, mais qu'on plutôt... Et là, tu sais, quand je voyais ça, je me disais, OK, il me semble qu'elle était... Bon, moi, j'ai jamais beaucoup cru à son mouvement. J'ai commencé à la trouver ridicule, à me rouler à terre quand elle faisait des appels, là, tu sais, Strike for Climate, tu sais, la grève pour le climat. Donc, des vendredis après-midi, pas d'école, mais qu'elle le faisait, puis elle le mettait sur les réseaux sociaux pendant... Je pense qu'il y en a un, là, il y avait 55% des enfants de la planète qui n'étaient pas à l'école à cause de la pandémie. 55% des enfants de la planète n'étaient pas à l'école à cause de la pandémie, dont à peu près tous les pays d'Europe, dont le sien. Puis là, elle se posait sur les réseaux sociaux avec une petite pancarte, grève pour le climat. Puis là, t'étais comme, come on, va te coucher, là. Arrête. Fais d'autres choses, pense à d'autres choses, arrête. Mais là, donc, finalement, des nouvelles causes, elle est rendue une militante pro-palestinienne. Bon, mais c'est noté, on ajoutera ça à son CV, Mario, qui commence à être bien garni. Il faut penser que les roquettes palestiniennes ne polluent pas. Faudrait faire une étude approfondie là-dessus. On va mettre le BAP là-dessus, Marie. Bon, voilà. Bon. Oui, continue. Je poursuis. On est encore dans l'actualité québécoise, mais à l'international, toujours, parce qu'une mission à Paris, qui passe peut-être inaperçue. Mais là, on a eu des échos un peu plus tôt. Aujourd'hui, le ministre Jean-François Roberge, qui est entre autres ministre de la langue française ici au Québec, qui est en visite en France en ce moment et qui est allé faire une grande demande aux Français, celle de monter au front avec le Québec pour améliorer la place du français sur les plateformes numériques. Il a tenu entre autres un grand discours en déplorant le fait que sur Netflix, sur les moteurs de recherche et autres, sur le web en général, bref, qu'on a plus de difficultés à faire émerger du contenu francophone que du contenu anglophone. On se comprend, mais même dans les États francophones, comme le Québec ou en France. Et là, il dit vouloir adopter une stratégie commune pour optimiser la capacité des internautes à trouver le contenu francophone en question. Et donc, annonce une espèce de collaboration, Mario, avec l'État français pour viser donc la domination française. Sincèrement, moi qui suis souvent frustré ou déçu ou choqué contre les Français et leur fascination pour l'anglais, mais il reste que le ministre Robert, j'allais dire, il a raison. Il a plus que raison. En fait, il n'y a pas le choix. Il est condamné à ça. Il n'y a pas... La francophonie, là, le navire amiral, c'est la France. Qu'on aime ça ou pas, le Québec, on est petit en population. On est tout seul sur le coin de notre continent, en Amérique du Nord. On est petit. On n'est pas petit. On est gros, on a des moyens. Mais... Je veux dire, en termes de nombre de population, de capacité de rallier la francophonie, je veux dire, on n'a pas le choix. On peut pas faire quelque chose comme ça. Si la France dit on s'en fout, on a un sérieux problème là, avec nos 6 millions de locuteurs francophones au Québec. On n'est pas assez nombreux pour bien des développements. Donc, on n'a pas le choix. Maintenant, il faut intéresser la France parce qu'en France... il y a une fascination pour l'anglais. C'est comme si l'anglais arrive par l'Internet, c'est quasiment positif. Là, c'est quasiment comme si enfin il y a un chemin pour que l'anglais arrive plus vite en France. Alors, est-ce qu'on va réussir à sensibiliser les Français à l'importance de la survie de la langue française dans le monde?
Pour moi, c'est la question, mais on n'a pas le choix. Oui, puis ça revient aussi en écho un peu avec une volonté souvent exprimée par le premier ministre François Legault, Mario, celle de faire une espèce de franco-économie. C'est ce qu'on a rappelé du côté du ministre Roberge aujourd'hui, dit que le marché international d'à peu près 320 millions de locuteurs francophones sur la planète doit devenir une espèce de priorité pour nos produits francophones. Donc, ça pourrait être intéressant. La franco-économie, Mario, nouveau concept amené. Cet été... J'étais en France avec un de mes amis d'enfance, puis on était à Narbonne, dans le sud de la France, dans le Languedoc-Roussillon. Puis il y avait une jeune fille, puis j'avais lu sur elle, son restaurant était très bien coté. Puis, mais c'est vraiment une jeune fille, c'est son propre restaurant. J'avais lu l'histoire, puis tout ça. Fait que c'est elle qui nous sert, on est sur une terrasse, on mange très bien, puis tout ça. Puis elle avait une amie à Montréal, fait que là, elle reconnaît évidemment l'accent québécois, c'est pas très difficile, elle reconnaît l'accent québécois. Puis elle dit, vous savez ce qui m'amuse du Québec? Ouais, ça m'intéresse. Ben, si vous traduisez les noms d'émissions, elle dit, je me souviens quand mon ami me disait que vous aviez La Voix plutôt que The Voice. Puis j'étais comme, ouais, mais pourquoi ça vous amuse dans le sens que on est en français. Oui, c'est ça. L'émission, elle s'appelle The Voice. Mais nous, même les Québécois, la plupart, on a un accent, donc on serait capable de le prononcer en anglais. On dirait pas The Voice, mais on est en français avec la traduction est assez simple. L'émission, elle s'appelle La Voix. C'est assez littéral, The Voice, La Voix. C'est assez simple. Mais pourquoi c'est... Parce que, voyons, c'est l'émission... C'est à la base, c'est The Voice. Ben... Non. Non. On l'a traduit. On traduit un paquet de choses dans notre langue, là. Il n'y a pas vraiment de raison. Je dis, c'est plus... Vous devriez plus vous inquiéter, vous interroger. Comment se fait-il qu'en France, un pays francophone, un pays qui parle français, un pays qui a créé le français, un pays dont le nom du pays, c'est quasiment le nom de la langue, oui. Français, France, comment ça se fait que quelque chose d'aussi simple que vous massacrez le nom en anglais en disant The Voice, plutôt que de simplement le traduire? Mais elle me comprenait pas. Je parlais tout seul. Dans le sens qu'elle disait, ben voyons, cette émission, c'est The Voice. Elle entendait pas ce qu'elle disait, qu'elle entendait pas. C'est pas du tout le sens. Elle était vraiment amusée qu'au Québec, on traduisait tout. Puis je dis, ouais, c'est parce qu'au Québec, on parle français. C'est une fierté. Comme c'est supposé être en France, je parlais français. Puis qu'on traduit. Mais je me disais, mais c'est vraiment profond, la fascination pour l'anglais, la fascination pour ce qui est américain, de pas le traduire. Puis, tu sais, je veux dire, elle était pas une mauvaise foi. Là, c'est une jeune femme de peut-être 30 ans qui opère son restaurant, qui aimait le Québec, mais qui était fascinée parce que nous, on traduit les noms. C'est drôle, les noms d'émissions. Je sais pas, mais ça m'a beaucoup frappé. Parce que je me suis dit... Peut-être qu'on a beaucoup à apprendre l'un de l'autre, Marion. Oui, mais il y a une profondeur de réflexion derrière ça sur le fait que pour eux, là, quelque chose d'américain, qu'un nom américain, c'est précieux, puis c'est comme cheap, le quétaine, tu sais, de le traduire en français, c'est comme y enlever son essence américaine. Alors que nous, ben... ni pour ni contre, mais je veux dire, ça s'appelle The Voice. On est au Québec, on appelait ça La Voix, là, c'est pas dur, casse-toi pas la tête. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Je vais te reparler, Mario, de cet homme de 43 ans, Jean-Denis Boudreau, père de famille, qui a quelques démêlés avec la justice ces temps-ci. Mais peut-être que Jean-Denis Boudreau, ça te dit rien, Mario, parce que son alias, lui, est beaucoup plus connu, celui de le roi Régis Lucius Ier, Sa Majesté, roi du Taïos, état fictif sensiblement créé ici au Québec, ou supposément créé plutôt, qui a encore des problèmes avec la justice. Tu vas m'éclairer parce que ça fait un bout de temps que cette histoire-là circule. Je n'ai jamais lu, je sais qu'il y a eu des articles dans le journal, dans les journaux. Je n'ai jamais cliqué, je n'ai jamais lu ces histoires de faux rois. Je comprends que tu es dans le monde des théories du complot. Ça ne m'a jamais intéressé. Mais pourquoi il est intéressant, ce gars-là? Ben, écoute, là, je comprends qu'il y a eu des propos menaçants. Là. Ouais, là, je sais pas si intéressant est le bon terme, Mario, mais peut-être fascinant pour certaines personnes. Monsieur Boudreau fait partie de la mouvance là, des citoyens souverains, très évidemment, pense que des lois s'appliquent pas à lui, pense que de son propre chef, il peut comme ça créer un État. Il revendique toutes sortes de choses. Il dit que l'ONU lui a donné des permissions. C'est quoi le territoire du Taïos, là? C'est spécial, c'est comme c'est plus loin haut dans Chaudière-Appalaches, entre autres. Lui, c'était un bout de la Abitibi-Témiscamingue, plutôt, je m'en excuse, et l'île d'Anticosti.
Ils ont annexé l'île d'Anticosti, je sais pas quand, mais c'est dans le royaume du Taïos, Mario. Fait partie de c'est pas tout le de leur Québec, territoire. Là. Non, absolument pas. C'est comme un territoire à l'intérieur du territoire du Québec. Qui serait un royaume. Qui serait un royaume. Excuse-moi, son royaume. Son royaume, Sa Majesté, monsieur. Soyons rigoureux. Monsieur Régis Lucius, mais il y a des gens qui le payent pour vrai pour que lui produise des faux papiers, des faux passeports, plaques d'immatriculation, permis de conduire, etc. d'un État qui n'existe pas. Tu sais qu'il y a des gens qui donnent de l'argent, du 200 $ pour être précis, pour aller faire imprimer des faux documents comme ça pour se joindre à son pays, comme si c'était un petit garçon dans le sous-sol qui invite les autres à rentrer dans sa forteresse en coussin, là, puis qui dit il faut que vous me payiez pour rentrer. Honnêtement, c'est à peu près la même chose. Sauf que là où ça devient moins drôle, c'est qu'il a été arrêté au mois de septembre avec plusieurs armes dans sa résidence, lui, à Val-des-Lacs, a été libéré, mais avec des conditions, entre autres, interdiction de communiquer avec les policiers, devait plus utiliser de documents aussi, comme quoi il était le roi Régis Lucius Ier, et parce qu'il avait menacé à l'époque des policiers de la Sûreté du Québec. Il devait même plus faire référence à la SQ dans ses communications sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est que le 3 octobre dernier, il y a un communiqué rédigé par le royaume du Taïos, donc pas par lui, hein? Mais non, le roi... c'est pas lui, là. Comme si le roi rédigeait lui-même ses communiqués, là. Il y a des milliers de sujets, là, dont sûrement quelques plumes habiles. Exactement, mais semble-t-il que pour la police, Mario, et pour les tribunaux, c'est assez évident que ça vient de lui, et donc, dans son... Ils ont présumé que le roi rédigeait lui-même ses communiqués? Mais dans son communiqué, il dit qu'il a déposé des accusations, le royaume du Taïos dépose des accusations contre la Sûreté du Québec, entre autres, pour avoir arrêté le roi. Il n'avait pas le droit de faire ça, ce qui fait que, il y a un mandat d'arrestation qui a été lancé contre lui le 16 octobre dernier, et 2 jours plus tard, Sa Majesté a été finalement arrêté de nouveau par la Sûreté du Québec. Puis cette fois-ci, c'est le chemin de la prison dans Chaudière-Appalaches qui a pris, parce que, il a plus le droit de faire ça, fait partie de ses conditions. Il les a brisé pour une ultime fois, Mario, dans ce cas-ci. Saga qui se poursuit, mais qui retient beaucoup l'attention. Francis Poulon du Journal est constamment sur ce dossier-là, Mario. Je pense qu'il lâchera pas. Donc là, il est en prison. Pour l'instant. Ça, c'est pas King. Non, ça c'est certain. Puis même pas dans une prison du Taïos lui-même, Mario. La prison n'est même pas dans le Taïos. Mais c'est pas clair le territoire encore. Faudrait que tu me fournisses une carte, là. On va avoir l'occasion de s'en reparler, Mario, assurément. Je voulais te parler également, Mario, dossier assez spécial, merci. Je remplaçais un peu plus tôt notre collègue Yasmine Abdel-Fadel à l'animation de son émission et j'ai reçu Antoine Nicolas, qui est un entrepreneur de la Gaspésie qui, lui, récolte des algues. Ça peut sembler bizarre, mais il cueille des algues sauvages, se promène à la plongée, coupe ça, ramène ça, puis les vend dans des restaurants, là, au-dessus de 150 restaurants. C'est des algues comestibles. Ah oui, puis pour des grands restaurants, Mario, là, des algues du Saint-Laurent, des algues du Golfe. Il faisait ça en Gaspésie. Parce qu'il y en a dans le gin le Saint-Laurent aussi, de Rimouski. Exactement. Le problème, c'est que, semble-t-il que depuis un bon moment, il doit arrêter de pêcher au Québec. Il est obligé d'exporter tout ça au Nouveau-Brunswick parce qu'il se fait mettre tellement de bâtons dans les roues par le gouvernement fédéral qui lui interdit, entre autres, de décrocher des algues. Mais le problème, parce que ça a des crampons, c'est pas comme des racines, mais quand il décroche, c'est impossible, selon lui, de faire de la récolte avec, sans qu'il y ait un incident, une fois de temps en temps. Et c'est quand même toute une histoire que j'invite les auditeurs à aller réécouter, parce qu'il m'a même dit, regardez, c'est les fonctionnaires à Ottawa qui prennent des décisions sur une ressource qu'ils comprennent pas. Ils comprennent pas que c'est sûr que ça se décroche, puis ils le menacent, il se fait poursuivre parfois par le gouvernement. Mais est-ce que ces algues se renouvellent ou c'est... Absolument, puis c'est des algues souvent saisonnières qui vont se décrocher d'elles-mêmes à la fin de la saison. Il dit, les gens comprennent pas. Et là même, je vais faire écouter rapidement, Mario, inviter les fonctionnaires à venir voir sur le terrain. Puis j'avais demandé, moi, à la gestionnaire de la ressource, de venir plonger avec moi, de voir comment ça se passait au fond de l'eau. Cette personne-là m'a répondu qu'elle n'était pas à l'aise dans l'eau. Je lui ai répondu que j'étais moniteur de plongée, puis j'ai pas eu de retour par rapport à ça. Puis j'ai eu une agent des pêches qui a voulu venir plonger pour voir comment ça se passait sous l'eau, puis pouvant le documenter, justement. Elle a pas eu l'autorisation de ses supérieurs. Fait qu'il y a vraiment une mauvaise volonté de la part du fédéral. C'est qu'ils connaissent vraiment pas ça, là. Puis lui, les invite à venir plonger. Non, c'est ça que j'entends, là. Puis on n'a pas l'autorisation des supérieurs pour envoyer quelqu'un plonger. C'est assez ridicule, merci, puis ça met en péril une ressource qui, semble-t-il, est renouvelable et durable, puis, vraiment, mériterait d'être exploitée ici au Québec. Bâton dans les roues, encore une fois, par des fonctionnaires à Ottawa, Mario.
économie, Ce sera quelque chose à ajouter pour Paul Saint-Pierre Plamondon dans son budget de l'an 1. Là, dans un Québec souverain, on pourrait récolter les algues, des nouveaux revenus. Mais ce serait de très beaux revenus, Je sais Mario. pas s'il va avoir le temps en fin de semaine de tout réécrire pour ajouter ça. On va l'appeler pour être Ouais. certain qu'il... J'espère qu'il nous écoute, là. Bon, Ben, exactement. Rapidement, Mario, sondage de Deloitte qui a été mené auprès de consommateurs canadiens qui indique que c'est en moyenne 11% de moins en termes d'argent qui va être dépensé pour les cadeaux de Noël cette année. Contexte économique précaire pour les Canadiens qui poussent, entre autres, crainte de récession, coût de la vie qui augmente, poussent les Canadiens à dépenser moins, semble-t-il, à Noël en ce moment. Là. C'est près de 2 Canadiens sur 3 qui craignent la récession. Et on dit que c'est à peu près 1347 $ qui vont être dépensés pour cadeaux, restaurants, nourriture et alcool par adulte en moyenne au Canada. Ça reste très cher, la période du temps des fêtes quand même, mais cette année, ça risque d'être un peu moins. L'inflation frappe. Oh. le monde. Et en terminant, Jim Jordan, qui était ce nouveau candidat républicain pour tenter de devenir speaker. L'homme de Trump. L'homme de Trump, vient d'échouer une 3e fois. Et il est écarté désormais comme candidat à la Chambre pour les républicains. Ça fait 17 jours qu'on a évincé Kevin McCarthy. Et il semble n'y avoir aucune issue du côté des républicains pour l'instant. Aucun candidat qui peut rallier tout le monde. Aucun pour l'instant. Rendant les institutions américaines dysfonctionnelles, faute des républicains, de M. Biden qui l'a mis en relief dans son discours d'hier. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.